Avant de passer la parole à Benoît qui va débuter la présentation, je tiens juste à remercier le SIX où les analyses contenues dans cette étude ont été réalisées. Et Nathalie a déjà mentionné que ce projet s'inscrit dans les activités du pôle Cyrano sur les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique et est en lien avec la thématique annuelle du Cyrano, les compétences et le marché du travail. Si vous avez des questions au courant de la présentation, je vous invite à utiliser le petit onglet questions-réponses et nous allons y répondre soit en cours de présentation ou à la toute fin. Pour ma part, je vais vous revenir avec la présentation de quelques résultats un peu plus loin. Mais pour l'instant, je passe la parole à Benoît. Merci. Merci Geneviève. Merci à tout le monde d'être là. C'est sûr que entre écouter un séminaire sur la formation ou aller magasiner parce que c'est le Black Friday aujourd'hui, j'espère que je ne vous le rappelle pas et vous ne quitterez pas tous pour aller au centre d'achat en entendant ça. Mais en tout cas, merci d'être là. Je pensais commencer par un témoignage. Ça fait quand même longtemps que j'ai de l'intérêt pour les questions de formation, surtout pour la formation parrainée pour l'employeur. Si vous allez sur ma page web, vous allez voir que j'ai travaillé sur les déterminants de la formation avec Claude Montmarquette, sur l'impact de la formation sur la productivité, l'impact sur l'innovation. Et ces travaux-là ont été faits avec une enquête dont je vais parler un petit peu tantôt, l'enquête sur le milieu de travail et les employés, une enquête de Statistique Canada. Malheureusement, cette enquête-là s'est terminée en 2006, donc les données commencent à être un peu vieillottes pour étudier les questions de formation. Mais malgré tout, même avec des données vieilles comme ça, j'ai réussi à publier l'année passée des recherches sur les différences entre les immigrants et les natifs en matière de formation et entre les hommes et les femmes. Donc, même si les données sont vieilles, elles sont quand même encore utiles. Donc, deux de mes objectifs de vie depuis ces travaux-là sont, un, d'intéresser d'autres gens à ces questions-là de formation. Là, j'ai réussi à intéresser la directrice des grands projets au Cyrano, Geneviève, à travailler là-dessus. J'ai aussi réussi à intéresser Marius Vigne, qui a réalisé un mémoire sur le sujet et qui est maintenant employé à LifeWorks, qui est anciennement Morneau-Chapelle. Et mon autre objectif, c'est de trouver des nouvelles données qui vont nous renseigner sur les questions de formation. Je cherche des données représentatives, idéalement collectées par les grandes agences nationales de statistiques. Et malgré l'importance de la formation, je dois dire qu'il y a peu de données sur le sujet. On a découvert qu'il y avait une enquête de Statistique Canada, l'enquête longitudinale internationale sur les adultes, qui porte sur ces questions-là. Et le but du projet, entre autres, de ce projet-là, c'est de vous présenter ce qu'on peut apprendre côté formation avec ces nouvelles données-là. Donc, le plan de présentation, tantôt, on m'a demandé, grosso modo, de réchauffer la salle. Je vais vous parler des 3 premiers points de contexte, littérature et données. Geneviève va vous présenter la partie la plus intéressante que vous attendez tous. Donc, si vous trouvez que je parle trop longtemps, arrêtez-moi. Dites dans le chat, on veut Geneviève, on veut Geneviève. Va vous parler des statistiques descriptives qu'on apprend. Je vais revenir avec quelques résultats de régression et de la conclusion. En guise de contexte, pour ce cahier de recherche-là, je ne sais pas si c'est moi en vieillissant, mais plusieurs trouvent que tout s'accélère, y compris la transformation numérique, avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit de plus en plus, une conclusion qui ressort, c'est qu'on entend beaucoup parler de l'impact de la transformation numérique sur le nombre d'emplois, mais ce qui semble de plus en plus clair, selon moi, c'est que les impacts de cette transformation-là sont plus ciblés pour les tâches qui composent un emploi. Donc, ça transforme les emplois sans nécessairement détruire et recréer des nouveaux emplois. Et en fait, on a d'autres recherches avec Geneviève aussi sur cet aspect-là de l'impact de la transformation numérique, où on trouve exactement ça dans un prochain rapport. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de nous entendre sur ce sujet-là prochainement. Dans un contexte où les tâches qui composent les emplois changent et que les travailleurs doivent s'adapter à des tâches changeantes qui composent leur emploi, tout le monde s'entend pour dire que la formation devrait avoir un rôle important dans le processus d'adaptation des travailleurs dans un contexte de transformation numérique qui s'accélère. Donc,
On n'examinera pas tout à fait la transformation numérique dans ce papier-là, mais c'est un peu la trame de fond qui nous sert pour interpréter les résultats qu'on va vous montrer. Néanmoins, en termes de peu de littérature, pour introduire le sujet, on a quelques articles sur lesquels on veut attirer votre attention. La plupart montrent que les deux premiers, celui de Bessen et l'autre d'après, montrent qu'effectivement, lorsque je vous dis que la transformation numérique n'a pas eu nécessairement de gros impacts sur la destruction d'emplois, je pense que c'est bien illustré par ces deux articles-là. L'article de Bessen s'intéresse à l'introduction des guichets automatiques dans les succursales bancaires. Donc, si vous consultez les journaux à l'époque de cette introduction-là, il y avait des prévisions catastrophiques sur l'emploi en succursale bancaire. Donc, tout pourrait être fait à un guichet par les personnes. Toutes les opérations que les personnes veulent faire pourraient être faites automatiquement par ces guichets-là. Et ce que Bessen a montré, c'est que dans les 10 ans qui ont suivi l'introduction des guichets automatiques, l'emploi en succursale bancaire avait quasiment pas changé. Il a même un peu augmenté, donc à l'époque. Et pour expliquer ça, ce qu'il a montré, c'est que même si le nombre d'employés en succursale bancaire avait peu changé, il y a deux choses qui s'étaient produites. Premièrement, le coût d'opérer une succursale bancaire avait beaucoup diminué avec les guichets automatiques. Donc, comme c'est moins coûteux d'opérer une succursale bancaire, on peut en ouvrir plus. Et aussi que les tâches qui étaient faites en succursale bancaire avaient beaucoup changé. Donc, c'était moins clérical et c'était plus maintenant du conseil financier. Un autre article encore plus récent de Feigenbaum et Gross, donc ça, c'est encore sous forme de cahier de recherche, mais en tout cas, j'ai trouvé ça fascinant comme analyse. Là. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un courriel, je vais vous le faire suivre. Eux s'intéressent à l'introduction des, je ne sais pas c'est quoi la traduction française, là, mais des switchboards automatiques pour les appels téléphoniques. Auparavant, on a toutes les images, là, des employés qui faisaient des connexions avec des fils sur des tableaux. Et lorsqu'on a introduit des choses qui faisaient ça automatiquement, il y avait des milliers de personnes, surtout des femmes, qui faisaient cet emploi-là et qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Donc, on aurait pu penser que ça aurait pu mener à un chômage assez important dans cette catégorie de personnes-là. Et pourtant, quelques mois, quelques années après, eux montrent que l'emploi dans ce sous-groupe-là avait complètement été absorbé par le marché du travail, était remonté, qu'il n'y avait pas eu de chômage massif suite à cette innovation technologique-là. Donc, ça, c'est deux exemples qui montrent que la transformation numérique, les impacts sur le nombre d'emplois là, sont grandement exagérés, donc nous croyons, par la littérature. Et lorsqu'on examine les chiffres, c'est beaucoup plus optimiste que ce qu'on pourrait croire. Par contre, ce qui est clair, c'est que la transformation numérique change les tâches qui composent les emplois. Et avec ce changement-là, l'article de Holzer et Goshen montre que le mécanisme d'adaptation du marché du travail devrait être la formation des employés. Ça peut être la formation en entreprise, là, comme j'ai dit tantôt, mais évidemment, lorsqu'on parle de formation, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de l'auto-formation, de la formation en milieu scolaire. Donc, on peut revenir à l'école, on peut suivre des formations en ligne. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Malgré l'importance de la formation comme mécanisme d'adaptation à la transformation numérique, je vous dirais qu'il y a très peu d'articles qui s'intéressent directement à ce sujet-là. De telle sorte que, et quand je parle d'articles qui utilisent des grosses bases de données représentatives d'une économie ou d'un secteur et qui ont de l'information sur les travailleurs, l'information qui suivent, leurs emplois, l'entreprise. En fait, la liste que vous avez ici, c'est une liste quasi exhaustive des études qui étudient la formation dans un contexte de transformation numérique. L'article le plus connu, le premier, là, Bartel et Sickerman, 1998, ça c'est publié dans le Journal of Labor Economics, ça c'est très intéressant, très précurseur, donc une analyse au niveau des industries américaines qui montre que dans les industries où le changement technologique se fait plus rapidement, donc ils ont des mesures de vitesse de changement technologique, il y a plus de formation que dans les industries où le changement technologique est plus lent. Donc, là, ça montre un lien clair entre changement technologique et formation. Un autre résultat intéressant de cette étude-là, c'est qu'il y a toujours une différence dans la participation à la formation entre les travailleurs plus éduqués et moins éduqués. Et eux montrent que même dans les industries où la transformation technologique est plus rapide, la différence
donc la participation à la formation de ces deux groupes est plus faible que dans les autres industries. Donc, convergence dans la participation à la formation entre les différents groupes de travailleurs lorsque le changement technologique est rapide. L'autre article important dans cette liste-là, c'est l'article de TAM 2018 dans Economics of Education Review. C'est un article important parce que dans cet article-là, non seulement il y avait des mesures de formation, mais il y avait des mesures des tâches qui étaient effectuées dans chaque occupation par les travailleurs. Donc, TAM a réussi à montrer que la formation avait un impact sur les tâches que le travailleur effectuait dans le cadre de son emploi et qu'en fait, même les travailleurs qui faisaient de la formation pouvaient modifier leur emploi de façon à ce que cet emploi-là soit moins susceptible de disparaître ou d'être impacté fortement par la transformation numérique. Par contre, il resterait du travail à faire. Là. Une des limites de l'article, c'est que TAM ne fait pas éliminer la possibilité que c'était le progrès technologique qui influençait directement la possibilité de formation et la possibilité de changement dans les tâches qui composent l'emploi. Notre article qui pourrait vous intéresser dans cette liste-là, c'est l'article de Nedelkowska et Quintini. Cet article-là est intéressant parce qu'il utilise des données vraiment mondiales, donc pour plusieurs pays. Il classifie tous les emplois comme selon le risque que l'emploi peut être automatisé et montre que plus l'emploi a un risque important d'être automatisé, ben, plus la participation à la formation est importante. Donc, les travailleurs qui voient un risque d'automatisation de leur emploi ont plus recours à la formation que les autres. La liste, la liste complète est ici, donc vous avez dans le rapport les références, donc je vous invite à lire ça. Mais ce qui devrait ressortir de cette liste-là aussi, c'est que pour étudier les questions correctement, on a besoin de données. Et en matière de données, au Canada et au Québec, sur la formation, il n'y a pas grand-chose présentement, à part l'Iliade dont on va vous parler. Donc, une enquête qui était très populaire à la fin des années 90, l'enquête sur la formation des adultes, celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. Mais c'est dans cette enquête-là qu'on montrait, à ce moment-là, qu'il y avait des grosses différences dans la participation à la formation entre le Québec et l'Ontario, par exemple. Donc, cette enquête-là, au moins de ses avantages, c'est qu'elle a permis de montrer qu'il y avait un problème au Québec en matière de participation à la formation. L'enquête sur le milieu de travail et les employés, dont je vous ai parlé tantôt, bien ça, c'est une enquête qui était, selon moi, formidable, dans le sens où elle avait plusieurs caractéristiques intéressantes pour l'analyse de ces questions-là. Par exemple, dans cette enquête-là, on a à la fois de l'information sur les employés et l'entreprise. Donc, au niveau de l'employé, on a toutes les caractéristiques démographiques de l'employé, on a sa participation à la formation. Au niveau de l'entreprise, on a les résultats de l'entreprise en matière d'innovation et de productivité, ce qui nous permet de faire un lien entre les deux. C'est une enquête, donc, employeur-employé lié. C'est une enquête qui est longitudinale, ce qui permet l'utilisation de modèles statistiques un petit peu plus sophistiqués où la causalité est plus facile de trouver, la causalité. Et même, comme il y a une période assez longue, 99-2006, ben, il est possible d'avoir quelques expériences naturelles dans cette période-là qui permettent encore une fois d'avoir des analyses de causalité plus convaincantes. Au niveau Québec, donc au prochain transparent, il y a quelque chose, il existe, si on fait beaucoup de recherches sur Internet, une enquête qui s'appelle l'enquête sur les pratiques de formation en emploi, qui 2011-2014, je pense qu'il y a d'autres versions, un point d'interrogation, je ne suis pas tout à fait au courant. Je pense qu'il y a des gens c'est une enquête qui est faite pour le compte de la CPMT par l'Institut de la statistique du Québec, d'après ce que je peux comprendre. Et je pense qu'il y a des gens de la CPMT qui sont présents à cette présentation-là. Et moi, une des questions, ça serait intéressant je ne sais pas comment accéder à ces données-là au Québec. Je pense que certains chercheurs ont réussi à avoir y accès, mais ça serait intéressant d'y avoir accès de façon plus vaste. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ces données-là, mais il y a peut-être des choses intéressantes qu'on peut tirer, surtout si le point d'interrogation est remplacé par des années plus récentes.
Si je reviens au niveau Canada, ben, l'enquête qu'on utilise dans cette analyse-là aujourd'hui, c'est l'enquête sur longitudinale internationale des adultes, des versions en 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Donc, c'est une enquête qui est toujours en cours. Le problème de cette enquête-là, ben, c'est une enquête qui a des objectifs, je dirais, assez vastes. Statistique Canada l'a décrit comme une enquête qui veut savoir tout sur les Canadiens en matière de travail, d'éducation, santé, famille. L'enquête s'intéresse à ce qui change au niveau de ces aspects-là chez les Canadiens dans ces années. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que dans l'enquête, il y a un bloc de questions sur les compétences, donc comment les compétences des travailleurs changent. Il y a un bloc de questions sur la formation, donc on va pouvoir faire un lien entre formation et compétences. Ce qui est intéressant aussi dans cette enquête-là, c'est que c'est une enquête canadienne, donc on peut comparer ce qui se passe au Québec par rapport à d'autres juridictions. Donc, dans les chiffres que je vais vous présenter, on compare le Québec au reste du Canada. Et la dernière chose intéressante par rapport à l'enquête, c'est qu'il y a un sous-groupe qui est suivi à travers le temps, donc il est possible de faire des analyses longitudinales. Donc, ça, c'est le simili-statisticien en moi là, qui s'intéresse, qui est content de ça. La principale limite, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'employeur. Donc, on ne connaît pas l'employeur, on ne sait pas si l'employeur est productif, on ne sait pas si l'employeur est innovant, donc on ne peut pas faire de lien entre ce qui se passe côté formation et ce qui se passe côté employeur, mais je dirais que c'est la meilleure enquête présentement de Statistique Canada pour étudier les questions de formation. Donc, je vais laisser Geneviève vous présenter quelques résultats de cette enquête-là. Oui, merci Benoît. OK. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données de 2014, 2016 et 2018 de l'ELIA. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces données sur le niveau des compétences utilisées par les travailleurs en emploi? Donc, ce qu'on voit ici dans ce premier graphique, c'est que on leur a demandé, est-ce que votre niveau de compétence a changé dans les 2 dernières années? Et ce qu'on voit, c'est que ça reste assez stable avec une légère diminution au Québec de 58 à 52 et de 60 à 55 dans le reste du Canada. Ça, c'est les compétences que les travailleurs utilisent en emploi. On voit que la proportion est un petit peu plus élevée pour les travailleurs qui ont remarqué un changement dans leurs compétences au Canada que dans le reste, au Canada qu'au Québec. Maintenant, si on leur pose la question, est-ce que votre niveau de compétence s'est un peu ou beaucoup amélioré? On peut voir que le nombre de travailleurs pour qui les compétences se sont peu améliorées va en augmentant au Québec, alors que c'est relativement stable dans le reste du Canada. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les travailleurs pour qui le niveau de compétence s'est beaucoup amélioré, on peut augmenter pendant cette période-là. Juste pour rappeler que ces données-là ici, pour le niveau de compétence, l'amélioration du niveau de compétence, excusez-moi, c'est 99 des travailleurs pour qui le niveau de compétence a changé, pour qui ce niveau-là s'est amélioré. Donc, on a seulement 1 pour qui le niveau a soit pas changé ou que le niveau a diminué, à l'exception du Canada pour 2018 où ce taux-là était à 98 Donc, parmi les travailleurs qui ont indiqué un changement dans leur niveau de compétence, excusez, là, je fais trop de choses en même temps. Je reviens à ma bonne acétate. Donc, nous, ce qu'on a regardé, c'est les moyens utilisés par les travailleurs pour améliorer leur niveau de compétence en emploi. On a décidé de classer ces moyens-là en 2 différents types, en formation formelle et en formation informelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur la loi du 1 au Québec
pour essayer de voir quelles étaient les formations qui avaient plus de chances d'être reconnues selon cette loi-là, comme étant des formations formelles, et les formations informelles sont plus des formations qui sont difficilement quantifiables. Donc, on a séparé les moyens que les travailleurs pouvaient utiliser pour augmenter leur niveau de compétence en emploi selon ces deux types. Alors, on a la formation assistée. Avez-vous assisté à des ateliers, à des séances de tutorat ou à des colloques? Avez-vous suivi une formation assistée par ordinateur ou des cours par correspondance ou une formation en ligne? Avez-vous suivi une formation hors du milieu de travail de votre employeur ou avez-vous suivi une formation scolaire? Si on considère que ce sont des formations de type formel. Les formations de type informel, on a inclus là-dedans l'auto-formation. Vous vous êtes fait montrer comment accomplir une tâche. On vous a fait travailler avec une autre personne pour obtenir des conseils ou des instructions. Excusez-moi. Là, quand ce n'est pas mon micro qui ne marche pas, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolée. Je vais juste le fermer. Donc, je me reconcentre sur la formation informelle. Donc, c'est des formations qui sont difficilement quantifiables. Là-dedans, on a mis l'auto-formation, ça te montré comment accomplir une tâche, avoir lu des manuels, des notes ou d'autres documents, avoir acquis des compétences ou des connaissances pertinentes à l'emploi, à votre emploi par des discussions. Donc, ce sont les types de formations, les types de moyens qu'on a classés. Alors, on s'est intéressé au Québec et au reste du Canada. Si on regarde pour commencer les formations informelles, là j'en ai sauté un, les formations formelles utilisées au Québec, on constate que d'avoir assisté à des ateliers, des séances de tutorat et des colloques est nettement plus utilisé que les autres types de formations. On remarque aussi, puis ça c'est intéressant dans le contexte actuel, qu'il y a une augmentation de 23 à 31 de la formation qui utilise l'ordinateur en ligne ou par correspondance, donc des formations à distance. On constate aussi qu'il y a très peu, que la formation scolaire est très peu utilisée. Ça reste entre 8 et 10 là, entre 2014 et 2016, donc très peu de mouvement de ce côté-là. Au niveau des formations informelles, on constate qu'elles sont vraiment davantage utilisées par les travailleurs. On voit les pourcentages ici sont nettement plus élevés que pour les formations formelles. La formation informelle, s'être exercée est presque à 70 en 2018 au Québec. C'est quelque chose qui est vraiment très utilisé par les travailleurs. Les autres aussi sont très importantes, les discussions, les rencontres, la lecture de manuels, l'auto-formation, se faire montrer, travailler avec d'autres personnes. Ce sont tous des moyens qui sont utilisés par les travailleurs pour augmenter leur niveau de compétences en emploi. On a comparé aussi ces moyens utilisés par les travailleurs du Québec et par les travailleurs du reste du Canada, puis on a constaté qu'il y a vraiment une grosse différence, que les travailleurs canadiens utilisent davantage de moyens. Et la différence est quand même assez importante. On peut voir pour la formation assistée par ordinateur ou les cours par correspondance que la différence est presque de 10 En fait, elle est de 10 entre l'utilisation qu'en font les Québécois par rapport aux travailleurs du reste du Canada. La même chose pour les discussions et les rencontres dans les formations informelles. On voit que c'est vraiment davantage utilisé. Il y a seulement l'autre formation suivie hors du lieu de travail qui est plus élevée au Québec. Donc, ça, ce sont les moyens utilisés par les travailleurs pour améliorer leur niveau de compétence en 2018. Donc, c'est la comparaison entre le Québec et le reste du Canada. Si on regarde les caractéristiques de certains travailleurs ayant suivi des formations formelles, malheureusement, ici, on n'a pas d'informations sur les travailleurs ayant suivi des formations informelles parce que ça ne faisait pas partie du questionnaire. On peut voir qu'il y a quand même que dans le reste du Canada, les travailleurs ont davantage participé aux formations. En moyenne, un travailleur ayant suivi une formation
formelle à 70 dans le reste du Canada, comparé à 66 au Québec. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'un travailleur syndiqué dans le reste du Canada avait participé en moyenne à 87 à des formations par rapport à 77 au On remarque que pour les immigrants, ce pourcentage-là se situe en dessous de la moyenne, ce qui est conforme avec ce qu'on a vu dans la littérature, où le taux de participation à des formations formelles est nettement inférieur pour les travailleurs immigrants. On voit aussi que le taux de participation en fonction du niveau de scolarité, les données sont très parlantes. On voit que ce taux passe presque du simple au double, dépendamment de si les travailleurs sont diplômés du secondaire et moins versus s'ils sont diplômés de cycle supérieur. On voit que au niveau des travailleurs les moins scolarisés, secondaire et études collégiales, le taux est plus grand dans le reste du Canada comparativement au Québec, mais que cette tendance-là se rattrape. Ça expliquerait, entre autres, pourquoi ici, on voyait une différence dans la moyenne des travailleurs ayant suivi des formations formelles, que ce taux-là était plus élevé dans le reste du Canada qu'au Québec. On a aussi regardé les travailleurs ayant suivi des formations formelles selon le type d'industrie. Puis ici, les résultats sont aussi très parlants. On voit qu'il y a d'énormes différences selon les industries et aussi entre le Québec et le reste du Canada. On peut voir qu'en agriculture, foresterie, pêche et chasse, on se retrouve à 37 des travailleurs ayant suivi une formation formelle, comparativement à 48 dans le reste du Canada. Mais ça, c'est moins que la moitié des travailleurs qui ont suivi des formations formelles en administration publique, avec des taux qui se trouvent à 84 et 92 respectivement. On remarque aussi que, à quelques exceptions près, les travailleurs du reste du Canada participent davantage à des formations formelles dans chacune des industries. On s'est attardé aussi à regarder les durées de formation. On a vu que, il y avait deux façons de répondre aux questions sur la durée. Les travailleurs pouvaient répondre soit en fonction de l'heure, du nombre d'heures, soit en fonction du nombre de jours. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui répondent en nombre de jours avaient habituellement plus de formation que les gens qui répondaient en fonction du nombre d'heures. La moyenne se situait à 14 jours au Québec et dans le reste du Canada pour la formation formelle. Ici, c'est important de noter que cette formation-là, c'est pour les 2 dernières années qui précédaient le questionnaire. Donc, on peut diviser ça en deux là, pour avoir une moyenne annuelle. Pour ce qui est des heures, on parlait de, je cherche la bonne donnée ici, 26 heures au Québec comparativement à 22 heures dans le reste du Canada, en moyenne. Ça, c'est pour les travailleurs ayant répondu en heures. Si on regarde le graphique, on peut voir que vraiment la moitié des travailleurs répondent avoir participé à des formations de courte durée. Bon, par courte durée, on entend de 5 jours à 35 heures ou 35 heures. Et que entre 34 et 30 des travailleurs ont répondu à ne pas avoir suivi de formation. Donc, 34 au Québec, 30 dans le reste du Canada. Donc, la proportion des travailleurs qui ont suivi des formations de moyenne et de longue durée reste assez courte. Ici, de moyenne durée, on parle de 5 jours ou 60, là, ça se trouve être entre les deux, là, 10 jours et moins, et plus de 35 heures, mais 70 heures et moins. Pour les longues durées, on parlait de 10 jours et plus ou 70 jours et plus, 70 heures et plus, 70 jours, ce serait vraiment trop long. Donc, ici, on voit que, puis ce qu'on a vu, là, on ne vous présente pas ce graphique-là, mais c'est que la durée de formation varie également énormément selon
l'industrie, qu'il y a des différences significatives selon les industries. Par exemple, que dans le domaine de la finance, que les formations sont extrêmement longues, alors que dans d'autres domaines, c'est très, très court. On a aussi interrogé les travailleurs à savoir quel moyen avait eu le plus d'impact. Et on s'aperçoit que ce sont les moyens informels qui ont eu le plus d'impact. S'être exercé apparaît clairement comme le moyen ayant eu le plus d'effet. On voit que les formations formelles ont moins d'impact. Les ateliers, les séances de tutorat et les colloques viennent en première place, mais ça reste toujours moindre que les discussions, la lecture de manuels, le travail avec d'autres personnes ou se faire montrer. On a demandé aussi aux travailleurs quelles étaient leurs intentions, quels étaient les objectifs de suivre. En fait, quand je dis on, c'est Statistique Canada, bien sûr, là, quels étaient les objectifs de suivre des formations. C'est intéressant de constater que plus de 3/4 des travailleurs, c'était pour améliorer leurs connaissances ou améliorer leur performance. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux questions suivantes, les plus importantes, c'est répondre aux exigences et garder leur emploi. Donc, on peut ici penser que les travailleurs se sentaient peut-être un peu obligés à suivre les formations pour assurer leur sécurité et poursuivre dans leur domaine d'emploi. Il faut noter ici que les travailleurs pouvaient répondre à plus qu'une des réponses. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, qu'on n'arrive pas à 100% dans les totaux. Est-ce que les formations auxquelles ils ont assisté étaient utiles et seraient utiles pour un autre employeur? Ça, cette information-là, c'est quand même assez important parce qu'on constate que pour 88% et même 90% des travailleurs québécois en 2018, et un peu la même chose, 90 et 91% pour les travailleurs canadiens, la formation est transférable. Elle pourrait être utilisée par un autre employeur de la même industrie. Donc, même si pour 75% des travailleurs, la formation était axée sur ce qui est utilisé dans l'entreprise, les produits, les outils informatiques, cette formation-là peut être transférée. Ça, c'est un élément intéressant quand on peut penser aux politiques publiques et assurer, mettons, des investissements dans certaines industries. On peut penser que les répercussions seraient pour l'ensemble de l'industrie et non pas pour un employeur en particulier. Donc, les heures, combien d'heures, quand est-ce que les heures de formation sont effectuées? Il semble que ce soit principalement durant les heures de travail que la formation a lieu, bien qu'on constate aussi que ça peut avoir lieu à l'extérieur. Il y a une légère différence entre le Québec et le reste du Canada. Donc, on parle de 70% qui ont suivi la formation pendant les heures, par rapport à 62% dans le reste du Canada qui ont suivi la formation pendant les heures de travail. Donc, je suis allée un peu rapidement. Benoît, je t'ai laissé plein de temps pour parler des résultats. Ben, je ne sais pas si on a tant de temps que ça. Là. On voulait finir à 50, c'est ça? Rappelle-moi donc. Ben, laisse un peu de temps pour les questions. Puis en même temps, j'ai vu qu'il y avait une accumulation de questions dans le chat. Là. Oui, je le sais. Ça m'a un peu perturbé. Je propose de terminer la présentation, puis après ça, on pourra prendre des questions, adresser certaines des questions du chat ou d'autres questions que les gens auraient de vive voix. Donc, il ne reste pas tant de choses à présenter. Donc, on a quand même voulu un peu pousser plus loin là, les statistiques qui ont été présentées ici. Il faut quand même que je mentionne, dans le chat, on parle de comment les compétences sont mesurées. Ça, c'est important de le dire là, dans cette enquête-là auprès des travailleurs.
il repose beaucoup sur, du moins au niveau des compétences, c'est l'auto-perception de changement des compétences de la part des travailleurs. Quand on leur demande, par exemple, quelle formation a le plus amélioré leurs compétences, c'est encore là leur auto-perception. Donc, c'est qu'est-ce que les travailleurs sentent qui a eu plus d'impact sur leurs compétences. Il y aurait moyen de creuser ces questions-là un petit peu plus parce que deux caractéristiques de l'ELIA dont je n'ai pas parlé, la première, c'est que cette enquête-là est liée aux données fiscales. Donc, on a les revenus des travailleurs. Donc, on pourrait associer chaque travailleur à son revenu et voir si la participation à la formation est associée à des hausses de revenus. Donc, on aurait une mesure objective de changement dans le marché du travail. Et là, on ne pourra pas mesurer le changement, mais cette enquête-là est aussi associée au programme international PK là, de mesure de littératie, de numératie. Là. Donc, on sait pour un sous-ensemble de travailleurs quels sont leurs scores au PK. Donc, dans les modèles, si je reviens, on a pu estimer, on a pu trouver 3 variables dépendantes d'intérêt. La première, c'est à savoir, si on prend comme donnée qu'il y a eu une amélioration des compétences, est-ce que le travailleur pense que c'est à cause d'une formation formelle ou à cause d'une formation informelle? Donc, on voulait savoir un peu quel était le poids donné aux 2 types de formations par les travailleurs dans le cas où il y avait amélioration des compétences. Ça, c'est le modèle numéro 1. Donc, c'est des variables dichotomiques, là, et bon, faites pas attention aux symboles qui sont là. Là. Donc, moi, j'ai eu la tâche ingrate de vous présenter les équations qui. Et là, je vois que le X, ce sont les variables, les déterminants de la variable dépendante qu'on peut inclure. Comme c'est une enquête très riche, bien là, tous les déterminants auxquels vous pouvez penser qui sont liés aux travailleurs, bien, sont inclus là. On a pu aussi examiner les déterminants d'une amélioration des compétences et en particulier, on a interrogé les travailleurs sur la participation directement à 2 types de formations, la formation en atelier, la formation par ordinateur, donc 2 types de formations qu'on a qualifiées comme étant formelles. Est-ce que la participation à ces types de formations-là a un impact sur la probabilité qu'un travailleur dise avoir amélioré ses compétences? C'est ce qu'on va voir en tenant compte des autres caractéristiques. Et finalement, à défaut d'utiliser le revenu, ben, on a demandé aux travailleurs si leur salaire avait augmenté. Donc, la troisième équation, c'est l'équation où on peut voir si les 2 types de formation ont donné une augmentation de salaire. Prochain transparent, s'il vous plaît. On a aussi estimé tous ces modèles-là en utilisant la structure longitudinale de l'enquête. Donc, ça, c'est les mêmes équations que tantôt, mais qui incluent un effet fixe lié aux travailleurs. Donc, en général, les résultats de ce genre de modèle-là sont plus convaincants parce qu'on tient compte de toutes les caractéristiques du travailleur qui ne sont pas observées. On m'a mis en garde contre l'idée de vous présenter des tableaux de résultats de régression, là, parce que c'est peut-être pas la chose la plus facile à voir. Donc, si je parle j'ai résumé les résultats de ces régressions-là en quelques lignes. Vous pouvez télécharger le rapport puis voir les tableaux si vous voulez. Donc, au prochain PowerPoint. Lorsqu'on regarde si les travailleurs créditent la formation formelle ou toute la formation informelle comme raison pour la hausse de compétences, il y a certains types de travailleurs qui ont plus tendance à créditer la formation formelle, par exemple les immigrants. Si on le voit seulement dans le reste du Canada, les travailleurs plus âgés. Mais le résultat fondamental ici, c'est que même dans un cadre de régression, les 2 types de formation, formelle et informelle, sont perçus par les travailleurs comme étant tout aussi valables pour améliorer leurs compétences. Donc, au niveau de l'auto-perception de l'impact de la formation sur leurs compétences, les travailleurs ne voient pas nécessairement la différence entre les 2 types de formation. Au niveau de l'amélioration des compétences, on confirme le résultat. Donc, dans toutes les enquêtes que j'ai vues, dans toutes les analyses que j'ai vues, moi, la formation est trouvée
comme améliorant les compétences. Et on le voit ici. Donc, les deux types de formation ont un impact très important sur la probabilité qu'un travailleur dise avoir amélioré ses compétences par rapport à ne pas faire ces types de formation-là. En fait, même quantitativement, ces deux types de formation augmentent de 12 à 13 points de pourcentage de probabilité qu'un travailleur rapporte que ses compétences se sont améliorées. Ça, c'est dans le reste du Canada et c'est même un petit peu plus élevé au Québec. Donc, ceux qui ont fait ces deux types de formations-là sont de 13 à 14 plus enclins à rapporter avoir amélioré leurs compétences. Donc, bonne nouvelle, cette information-là. Finalement, pour les salaires, encore une fois, là, ce n'est pas des résultats qui s'interprètent en dollars, là, mais ceux qui ont suivi ces deux types de formations-là. Donc, pourquoi? Ben, j'aimerais peut-être dire pourquoi on focus sur ces deux types de formations-là. Ben, en fait, c'est l'enquête qui focus sur ces deux types de formations-là. Idéalement, on aurait la participation à tous les types de formations, puis on pourrait vous les classer selon celles qui ont l'impact le plus élevé et celles qui ont jusqu'à celles qui ont l'impact le plus faible. Mais au moins, pour ces deux types de formations-là, on voit qu'il y a un impact positif sur le salaire. L'augmentation de la probabilité de rapporter une augmentation de salaire, ça varie entre 6 et 9 points de probabilité pour qu'un travailleur dans le reste du Canada. Et c'est un petit peu plus faible, en fait, au Québec, 6 à 7 points de pourcentage. Donc, les deux types de formation semblent avoir un impact positif sur le salaire. Si vous interprétez le salaire comme étant une mesure de productivité, ben, ça vous dirait que ces formations-là ont un impact aussi sur la productivité. Donc, peut-être conclusion de 5 minutes. Donc, en utilisant ces données récentes, les données les plus récentes de Statistique Canada, ben, on confirme et on se conforte en voyant que plusieurs résultats de littérature on peut les constater à travers ces résultats-là. Donc, par exemple, sur qui participe à la formation, on voit que les syndiqués, ceux qui ont des postes de gestionnaire, ceux qui sont dans la grande entreprise, ceux qui sont plus éduqués participent plus à la formation. Ça sont des résultats de la littérature. Pour les immigrants, on voit qu'ils participent moins à la formation. Ça aussi, c'est confirmé par la littérature. Les choses nouvelles qui sont dans les résultats qui sont ici, ben, moi, je ne l'avais pas vu précédemment, l'importance que les travailleurs accordent à la formation informelle. J'aurais pensé que les travailleurs auraient vu plus la formation formelle comme étant celle qui améliore leurs compétences, mais de toute évidence, en matière d'autoperception, les deux types de formation sont valorisés par les travailleurs. Lorsqu'on compare le Québec au reste du Canada, ben, ça aussi, c'est intéressant parce que dans les analyses précédentes, utilisant d'autres sources de données, il y avait quand même des bonnes différences entre le Québec et le reste du Canada. Et en fait, le Québec ne paraissait pas très bien si vous utilisez les données de l'EMTE, les données d'enquête, l'EFA, dont j'ai parlé tantôt. Le Québec avait un retard important en matière de formation. Dans les données de l'ELIA, les différences entre le Québec et le Canada sont, disons, plus ciblées, plus minimes. Il y a de l'indication dans les données comme de quoi les travailleurs du reste du Canada semblent utiliser une plus grande variété de moyens de formation par rapport à ceux du Québec. Il y a des différences à l'intérieur de certaines industries qu'on devrait peut-être regarder plus en détail aussi. Les formations dans le reste du Canada ont l'air un petit peu plus longues, mais en fait, il n'y a pas de drame québécois. Du moins, on n'a pas décelé de drame québécois dans ces données-là. Pour poursuivre un peu ça serait intéressant d'avoir plus de données sur la formation qui a été réellement suivie. Et ça, pour tous les types de formations, on doit voir le sujet, le mode de livraison. Je participais dernièrement à un forum sur l'innovation où on disait qu'il fallait former les travailleurs pour améliorer l'innovation. Il y a quelques résultats qui montrent que la formation est liée à l'innovation, mais on en sait peu sur quel type de formation a le plus d'impact sur l'innovation, par exemple. Donc, il faudra avoir le sujet de la formation, il faudra avoir le mode de livraison, parce que c'est en ligne, en personne, en présence, sur le lieu du travail, en dehors du lieu de travail. Donc, je pense qu'avoir plus de données précises et la durée aussi, donc la formation, donc à partir de quel moment les rendements sont décroissants. On pourrait faire des recommandations plus précises.
La formation, c'est un peu comme la tarte aux pommes. On ne peut pas être contre ça. Donc, plus de formation, c'est bon, mais on va avoir la bonne déclinaison de la recette pour avoir le maximum de bénéfices. Et on pourrait penser qu'à un certain moment donné, investir en formation, peut-être des rendements aussi décroissants. Donc, il faut investir aussi dans nos entreprises, adopter les technologies qui vont maximiser la formation qu'on donne aux travailleurs. Donc, ce serait important d'avoir plus de données là-dessus. Donc, avoir des données en lien avec la performance de l'entreprise en matière de productivité et d'innovation, comme je disais, puis il faudrait que ces données-là tiennent aussi compte des autres facteurs qui affectent la performance, qu'on soit plus certain que les liens qu'on identifie soient des liens causaux.